Mathématique sur l'outil transformer de la place. Alors la présentation est donc fondamentale et importante. Nous allons simplement réaliser aucune démonstration que vous pourrez faire de votre côté. Il va s'agir pour nous juste de détailler les propriétés importantes associées à la transformée de la place. Alors la définition mathématique est très simple. La transformée de la place, qu'on va noter L, d'une fonction du temps f de t, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de la fonction temporelle exponentielle moins pt dt. P est donc l'inconnu du domaine de la place, et la fonction associée, on la note bien souvent avec une majuscule, donc grand F pour petit f. Donc P est une variable complexe, parfois notée S, comme on verra dans Scilab ou MATLAB. Et f de t est considérée une fonction causale, respectant le principe de causalité. Vous voyez qu'on fait bien démarrer le temps t à t égale 0 dans cette intégrale. Donc voilà la définition de laquelle découle un certain nombre de propriétés que l'on va ici simplement énumérer et pas démontrer. Vous pouvez vous amuser à démontrer ça, ou vous pourrez vous amuser quand vous connaîtrez les intégrales jusqu'à plus l'infini. Alors, la première propriété importante, c'est l'unicité. La transformée d'une fonction est unique. Et de la même manière, la transformée inverse est unique. Deuxième propriété de linéarité. Si je cherche la transformée de la place d'une combinaison linéaire associée à deux fonctions f et g, donc alpha f plus bêta g pour un instant t, alors la transformée de la place donc, de cette combinaison linéaire de fonctions, c'est la combinaison linéaire des transformées de la place. Autrement dit, je mets le même coefficient alpha fois la transformée de la place de f plus bêta fois la transformée de la place de g. C'est donc, du coup, avec les notations que nous avons prises précédemment, alpha f de p plus bêta g de p. Une propriété bien intéressante de linéarité qui va nous permettre aussi de rester dans le cadre des systèmes linéaires continus invariants. D'où les hypothèses précédemment citées. La dérivation, comment fait-on pour trouver la transformée de la place de la dérivée temporelle d'une fonction temporelle? Eh bien tout simplement, on multiplie par p. Autrement dit, la transformée de la place d'une dérivée de fonction temporelle, c'est p fois la transformée de la place de la fonction f, moins la condition initiale. Autrement écrit, pf de p moins f de 0. J'attire votre attention sur le fait que vous allez vous rendre compte très prochainement que dans la plupart des cas, cette condition initiale f de 0 est bien souvent prise nulle, de manière pratique. Parfois, cette condition initiale est non nulle dans certains sujets de concours, et il s'agit de la prendre en compte et de ne pas l'oublier. Donc comme vous le verrez très prochainement, on va prendre l'habitude de travailler avec des fonctions pour lesquelles la condition initiale est nulle, et donc la transformée de la place de la dérivée d'une fonction se résumera à p f de p pour une fonction f. On précisera bien les hypothèses associées et vous retenez bien la formule avec la condition initiale p f de p moins f de 0. De la même manière, la propriété d'intégration, au lieu de multiplier par p quand on dérive, quand on intègre, on divise par p. Donc la transformée de la place de l'intégrale d'une fonction jusqu'au temps t, c'est f de p sur p. Donc même chose, bien évidemment, une question de condition initiale nulle s'impose. Donc multiplier, on retient bien, multiplier par p, ça correspond à dériver dans le domaine temporel. Diviser par p, ça correspond à intégrer dans le domaine temporel. Alors, de ceci toujours découlent deux théorèmes importants qui vont nous permettre, théorème de la valeur initiale, de trouver la valeur initiale temporelle d'une fonction à partir de son expression dans la place, et le théorème de la valeur finale qui va nous permettre de déterminer la limite en plus l'infini du temps d'une fonction temporelle à partir de sa fonction de la place. On va donc les citer. Théorème de la valeur initiale, la condition initiale d'une fonction temporelle f, c'est la limite quand p tend vers plus l'infini de p f de p. Et le théorème de la valeur finale, la limite
en plus l'infini d'une fonction temporelle, c'est la limite en 0 de Pf de P. Donc, relativement simple à retenir. C'est la limite de Pf de P. Et puis, simplement, quand on cherche en temps t égale 0, P tend vers plus l'infini. Quand on cherche au temps t plus l'infini, P tend vers 0. Ces théorèmes seront très utilisés, très utiles, puisqu'ils nous permettent, sans avoir à utiliser la transformée de Laplace inverse, dès qu'on a l'expression d'une fonction dans le domaine de Laplace, ça nous permet d'avoir le comportement asymptotique, et ce qui est déjà une énorme information. Deux théorèmes beaucoup moins utilisés, mais qu'il faut avoir en tête, donc pensez à les apprendre. Le théorème du retard, si on considère G une fonction f retardée d'un certain temps tau, autrement dit G de t égale f de t moins tau, on parle de retard puisque G au temps tau vaut f de 0. Ce qui veut bien dire que G va suivre f avec un retard tau. La transformée de Laplace donc, de cette fonction retardée, que je vais noter G de P, c'est la transformée de Laplace de la fonction f initiale f de P fois une exponentielle moins tau P. Là, il vous suffit juste de regarder la définition de la transformée de Laplace, cette propriété en découle de manière évidente. Et inversement, une translation dans le plan complexe amène une exponentielle temporelle. C'est-à-dire que la transformée de Laplace inverse d'une fonction décalée dans le plan complexe, c'est-à-dire dans le domaine de Laplace, c'est exponentielle P0t f de t. Donc, on combine avec une exponentielle. Simplement, il faut bien faire attention aux signes qui sont différents quand on utilise la transformée de Laplace ou la transformée de Laplace inverse de la fonction retardée ou décalée. Voilà, donc ces théorèmes, bien souvent, celui qu'on utilise, c'est plus le théorème du retard, qui nous induit une exponentielle dans le domaine de Laplace. On l'étudiera peut-être, on essaiera de le rencontrer une fois, probablement plutôt en PSI, en deuxième partie d'année. Néanmoins, gardez-le en tête car quelques rares, certes, mais quelques sujets de concours demandent de savoir se débrouiller avec une fonction retardée par rapport à une autre. Alors, on va maintenant en venir, donc terminer pour les transformés pour la définition et les propriétés des transformés de Laplace. On va parler maintenant de fonctions de base, donc, et on va définir ce que c'est qu'un Dirac, une distribution de Dirac. Un Dirac, noté bien souvent delta de t, c'est une distribution nulle sur l'ensemble des réels privés de 0 et valeur infinie en 0. Autrement dit, mathématiquement, si on veut le définir, à tout instant t, enfin, pour toute fonction, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du Dirac fois la fonction, ça sort la valeur de cette fonction en 0. Bon, là c'est pour la définition mathématique. Un Dirac, qu'est-ce que ça représente? Ça représente des phénomènes de type de choc et d'impulsion quand on veut décrire des efforts à l'aide de ces Dirac. Et par exemple, vous avez ici trois courbes en bas qui, lorsque epsilon tend vers 0, définissent un Dirac. Donc ici, à partir d'un créneau, si epsilon tend vers 0, la valeur va tendre vers plus l'infini, et la valeur en temps tend vers 0. Donc on a bien un pic en 0. De la même manière avec un triangle, ou de la même manière en utilisant une exponentielle décroissante. Si epsilon tend vers 0, l'intensité qui est là tend vers plus l'infini, et avec le exponentiel moins t sur epsilon, ça nous amène à avoir, lorsque epsilon tend vers 0, un pic de valeur infinie en 0. Voilà pour le Dirac, on l'utilisera un petit peu. Maintenant, venons au tableau des transformés de Laplace usuel que vous avez à la fin du poly de cours. Donc il a cette tête-là, on va détailler ensuite ligne par ligne ce que ça donne. Donc globalement, donc vous avez première colonne le type nommé de fonction. Ensuite, deuxième colonne, son allure en termes d'évolution temporelle. L'expression mathématique associée. La transformée de Laplace f de p de cette fonction. Et puis un détail des pôles de la fonction f de p. Qu'est-ce que sont les pôles? Les pôles, ce sont les racines du dénominateur, quand il y en a.
Alors, donc on commence par le Dirac. Le Dirac, bah, son allure, c'est une valeur infinie autant t égale 0. On note delta de t. La transformée de la place d'un Dirac, c'est 1. Donc il n'y a pas de pôle. Un échelon. Donc l'échelon, on a commencé à le rencontrer un petit peu en TP. On a commencé à en parler un petit peu dans l'illustration intuitive sur le régulateur de vitesse. Qu'est-ce que c'est? C'est une fonction causale définie à partir du temps t égale 0 pour laquelle, après les temps t égale 0, on a une valeur constante. Et auparavant, on a une valeur nulle. Donc on passe de 0 à une valeur constante, valeur de l'échelon, au temps t égale 0. L'échelon unitaire est bien souvent noté U de t. Attention à ne pas confondre avec une tension électrique. La transformée de la place d'un échelon unitaire, c'est f de p. Si jamais on a une valeur qui ne vaut pas 1, mais qui vaut par exemple E0, sur cet échelon, on aura donc l'échelon E0 U de t, et donc on aura une fonction dans la place qui sera E0 sur P. Le dénominateur c'est P, donc il y a un seul pôle qui vaut 0. La rampe, même chose, la rampe causale à partir du temps t égale 0. Ici, rampe avec une pente unitaire. Expression mathématique, t fois l'échelon U de t. On verra qu'à partir de maintenant, toutes les fonctions sont multipliées par l'échelon, de telle manière à les rendre causales, c'est-à-dire définies uniquement à partir du temps t égale 0 et pas dans les temps négatifs pour nous poser des problèmes. Donc pour une rampe unitaire t U de t, transformer de la place 1 sur p carré. On a donc un seul pôle qui est double, p et à double multiplicité pour annuler le dénominateur. De la même manière, si on a une pente quelconque E0, eh bien on aura un échelon E0 t U de t, et donc E0 sur p carré. La fonction puissance, t puissance n U de t. On généralise ce qui se passe au niveau de la rampe, et ça nous donne factoriel n sur p puissance n plus 1. Toujours un seul pôle P0 qui est d'ordre multiple. L'exponentielle. Alors, exponentielle moins at U de t. La fonction dans le domaine de la place, 1 sur p plus a. On a donc comme pôle de la fonction de transfert moins a. Je l'ai noté sous cette forme pour qu'on ait de manière habituelle un a positif, donc une exponentielle temporelle décroissante, qui nous permet d'assurer une stabilité du système. Si on a une exponentielle croissante, le système diverge. Et donc du coup, on a 1 sur p plus a avec a positif. Et donc le pôle moins a est donc négatif. On passe à la suite du tableau. Ensuite, si on multiplie une rampe par une exponentielle, eh bien on va faire une combinaison des transformés. Et donc on aura 1 sur p plus a carré si on a t exponentielle moins at comme fonction de base. Bon, ça on le rencontrera très rarement. On a donc toujours un seul pôle, moins a, mais qui cette fois-ci est double. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait si on avait t puissance n exponentielle moins at. On généraliserait factoriel n sur p plus a facteur puissance n plus 1. Alors, les fonctions cosinus et sinus, importantes. Cosinus oméga t U de t, sinus oméga t U de t. Pour le cosinus, ça donne p sur p carré plus oméga carré, où oméga est la pulsation. Et pour le sinus, ça donne oméga sur p carré plus oméga carré. Vous voyez que le dénominateur est le même. Donc, le pôle est le même. Il y en a deux. C'est plus et moins j oméga. Et puis, les dernières fonctions, c'est combiner un cosinus et un sinus et une exponentielle amortie, parce que sinon ça n'aurait pas de sens pour nous. Donc exponentielle moins at cosinus, on combine l'exponentielle et le cosinus, et on a donc p plus a sur p plus a carré plus oméga carré. Et en sinus, même chose, exponentielle moins at sinus oméga t. On combine le sinus et la fonction exponentielle. On a donc oméga sur p plus a carré plus oméga carré. Les pôles sont les mêmes. Moins a plus ou moins j oméga. Donc un imaginaire dont la partie réelle est moins a et a priori donc négative,
si on veut une enveloppe décroissante. En effet, si on avait une enveloppe croissante, on aurait moins A positif, donc A négatif. On aurait une enveloppe croissante, le système oscillerait et divergerait, très instable, on n'en veut pas. Et dans ce cas-là, on aurait moins A, on a dit positif, donc un pôle A, des pôles à partie réelle positive. Et ça, on n'en veut pas. Ça nous mène du coup tout de suite à l'interprétation de la fonction de transfert pour terminer cette vidéo. On a vu les transformés de Laplace, on a vu les transformés de Laplace des fonctions usuelles. Et on avait vu précédemment, on fera le lien, on reprendra le lien en reprenant le fil du cours, le comportement d'un système linéaire qui est régi par une équation différentielle classique de type ordre D sur la sortie, ordre N sur l'entrée, qui caractérise le rapport entrée-sortie. Eh bien, si vous regardez bien, dériver les fonctions, c'est multiplié par P. Donc dériver D fois, c'est P puissance D. Dériver N fois, c'est P puissance N et compagnie. On va donc rapidement pouvoir mettre le rapport entrée-sortie sous la forme d'une fraction dans le domaine de Laplace. Si je passe tout ça dans le domaine de Laplace, je vais avoir un polynôme fois S de P. Si je passe tout ça dans le domaine de Laplace, je vais avoir un polynôme fois E de P. Et ça S mis en rapport sur E, je vais donc avoir le polynôme qui était en facteur de E au numérateur et le polynôme qui était en rapport en multiplié, qui est multiplié par S au dénominateur de cette fonction de transfert. On appelle ça une fonction de transfert, aussi appelée transmittance. Ça nous fait le rapport entrée-sortie dans le domaine de Laplace. Et convenez-en, du coup, on va pouvoir s'intéresser à mettre des blocs en cascade et multiplier les blocs pour avoir le rapport entrée-sortie global, comme j'en ai parlé dans l'illustration sur le régulateur de vitesse et comme on le verra prochainement. Donc l'intérêt, c'est qu'on a un rapport entre la sortie et l'entrée. La sortie égale la fonction de transfert fois l'entrée. Donc H de P, petite remarque, représente la sortie pour une entrée en Dirac, puisqu'un Dirac, c'est 1. Donc du coup, la fonction de transfert, ça représente la sortie pour une entrée en Dirac, si on veut arriver à lui donner du sens. Cette fonction de transfert, on va le voir lors de la réponse des systèmes premier ordre et deuxième ordre, se décompose en éléments simples, c'est-à-dire en forme du tableau. Et donc, si jamais un des pôles de la fonction de transfert est à partie réelle positive, alors la réponse diverge. Zut. Puisque on a mis en évidence précédemment que quand on a une enveloppe qui diverge, ça correspond ici à un moins A positif, donc un A négatif, et donc à un pôle de partie réelle, une partie réelle des pôles de la fonction de transfert, ou de l'élément de la fonction de transfert, qui serait positif. Ça, on n'en veut pas, puisqu'on ne veut que des enveloppes décroissantes. Donc ici, tel que j'ai défini des A positifs, donc des parties réelles négatives. Pour terminer, un petit point qu'on aura largement l'occasion d'approfondir cette année et aussi surtout l'an prochain. Par rapport à une fonction de transfert, la position des pôles dans le plan complexe pour lequel en abscisse on met la partie réelle et en ordonnée la partie imaginaire de chacun des pôles, nous permet d'indiquer si le système va être instable ou restera stable. On a dit, quand j'ai un pôle à partie réelle purement négative, sans partie imaginaire, derrière se cache une composante en exponentielle amortie. Si j'ai un pôle complexe, mais à partie réelle négative, donc dans le demi-plan négatif, demi-plan de gauche, j'ai des sinusoïdes ou des cosinusoïdes amortis. En revanche, si j'ai un réel pur positif, exponentielle AT, P-A, ça me donnera une exponentielle croissante. Donc un élément qui va augmenter dans la réponse au fur et à mesure du temps, ce qui va faire diverger la sortie, qui est un comportement que je ne souhaite pas. De la même manière, pour les sinusoïdes amplifiés, cosinus amplifiés, lorsque on a un pôle complexe à partie réelle positif. Je vous laisse éventuellement approfondir ceci en prenant le temps de regarder les éléments du tableau et de les situer dans le lieu des pôles du plan complexe. Alors, l'axe des imaginaires purs est un petit peu particulier. On est à la limite de la stabilité. Vous voyez, quand on a
réel, un pôle imaginaire, eh bien, on va avoir un sinus ou un cosinus. Donc on est sur un système juste stable, quasi stable ou considéré instable, souvent. Et puis quand on a un pôle nul, sans partie imaginaire, sans partie réelle, ça correspond à un échelon. Donc c'est-à-dire une constante. Ça voudrait dire que le système en sortie est constant. À nous, en tant que concepteurs, selon le système, de définir si c'est accepté dans la stabilité ou non. Autrement dit, en conclusion de ceci, la position des pôles d'une fonction de transfert nous dira si le système est stable ou non. Et là où l'on souhaite avoir tous les pôles, c'est dans la zone du plan à partie réelle négative. Il suffit qu'il y ait un seul pôle sur l'axe réel nul ou dans le demi-plan réel positif pour que mon système diverge et donc devienne instable. Voilà. On clôt ainsi ce point mathématique sur l'outil transformé de la place. Les choses à retenir, ce sont la définition, les théorèmes qu'on a cités précédemment, théorème de la valeur initiale, théorème de la valeur finale, théorème du retard, et c'est connaître, je vais y revenir, connaître les transformés de la place usuelle de certaines fonctions, en particulier le Dirac, 1, l'échelon, 1 sur P ou E0 sur P, le cosinus, le sinus. Les autres, je les ai mis entre parenthèses, en particulier la rampe. Bon, l'exponentielle, on peut la connaître. De toute façon, vous allez voir, on va les rencontrer tellement dans les prochaines séances que, j'espère bien, vous les enregistrerez naturellement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci.